Bonjour les étoiles, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat féminin avec notre invitée d'honneur, Christina Constantinidis. Bonjour Mariam. Ça va bien? Très bien, très bien. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Christina, je vais t'inviter à te présenter à notre auditoire. D'accord. Alors, je suis professeure en entrepreneuriat à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, qui est plus connue sous le nom de UQAM. Je suis également membre de ce qu'on appelle le Carrefour Entrepreneuriat à Impact, qui rassemble plusieurs unités de recherche qui travaillent sur l'entrepreneuriat sous diverses formes. Ça peut être l'entrepreneuriat immigrant, l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat des artistes aussi. Donc nous avons une chaire de recherche qui s'intéresse à ces thématiques, mais également différents centres de recherche, dont le mien, l'Observatoire Entrepreneuriat et Genre. Donc moi, je suis plus spécialisée sur toutes les thématiques qui vont tourner autour de l'entrepreneuriat des femmes et des dynamiques de genre dans différents contextes. Justement, en parlant de recherche, Christina, j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui aborder une étude que tu as faite. Est-ce que tu veux bien nous donner le titre de l'étude? Et après, j'aimerais te poser des questions par rapport à cela. Tout à fait. Alors l'étude, elle s'appelle l'entrepreneuriat collaboratif ou les pratiques de réseautage des femmes entrepreneurs. Oh, génial! Voilà. On aime ça, nous réseauter. Christina, qu'est-ce qui t'a motivé justement à te lancer dans ce sujet pour l'approfondir? Qu'est-ce qui a motivé cette étude? Alors, déjà, je travaille sur les réseaux d'affaires des femmes entrepreneurs depuis 10 ans. Et il y a 10 ans, quand je me suis intéressée au sujet, ce qui ressortait, c'était que les femmes entrepreneurs n'étaient pas capables de réseauter comme les hommes entrepreneurs. Alors je mets des guillemets tout de suite parce que vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ma perspective. Mais ce qu'on montrait en fait à l'époque, c'est que les hommes entrepreneurs avaient tendance à avoir des réseaux plus larges, avec un grand nombre de relations d'affaires, beaucoup d'opportunités qui s'y passaient, notamment des opportunités de financement, et puis aussi une capacité à instrumentaliser ces contacts d'affaires, à les transformer entre guillemets, en vraies opportunités d'affaires. Alors que les femmes avaient une attitude plus relationnelle par rapport à leur réseau, à leurs contacts. Donc elles avaient tendance à développer ce qu'on appelle des liens forts, c'est-à-dire des liens de confiance, des liens qui amènent une connaissance mutuelle approfondie et qui vont en fait être très énergivores et très coûteux en temps investi. Et donc ça, c'était présenté plutôt comme un désavantage en entrepreneuriat, où le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est ça. Si on regarde à la rentabilité économique, on trouve que c'est un désavantage. Mais dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que là, elles y vont en profondeur, avec sincérité, versus dans ce que tu nous présentes, l'homme qui va juste aller par intérêt avec un contact et en tirer profit. Voilà. Alors là, on stéréotype un peu, hein, tout le monde n'est pas pareil, mais c'est des tendances qu'on retrouvait effectivement chez les hommes puis les femmes entrepreneurs. Puis en 2015, j'étais au Luxembourg, je faisais un postdoctorat en entrepreneuriat et j'ai rencontré en fait deux femmes extraordinaires qui travaillaient ensemble depuis plus de 15 ans. Donc chacune avait son entreprise et puis elles avaient développé une collaboration d'affaires de longue durée. Et elles avaient un succès phénoménal en fait au Luxembourg. Et là, je me suis dit, tiens, elles n'ont pas l'air de réseauter comme des hommes entrepreneurs, et pourtant ça marche. Et c'est ça qui a attisé ma curiosité. Je me suis dit, ben, je vais aller creuser le sujet, puis aller comprendre comment ça fonctionne, ce type de réseautage-là, que j'ai nommé l'entrepreneuriat collaboratif. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée sur le sujet. Oh, ça c'est génial. Donc, tu as eu envie de découvrir le mystère, le secret de la réussite. Justement, alors que tu as été interpellée par cette collaboration, comment s'est passée ensuite ton étude? Est-ce que tu peux nous parler des démarches, de combien de femmes tu as interviewé? Comment ça s'est passé? On voudrait en savoir plus. Alors, mais ça a commencé d'abord avec ce binôme de femmes entrepreneurs-là, que j'ai interviewé, que j'ai suivi pendant 2 années Oh, wow. entières. On a fait plusieurs entrevues de 2 heures chacune. Et puis tout doucement, elles m'ont introduit à d'autres femmes entrepreneurs parce qu'elles faisaient partie d'un réseau, un réseau de femmes entrepreneurs, où on a trouvé plusieurs
binômes, ainsi, des femmes entrepreneurs qui fonctionnaient en binôme, que j'ai rencontrées au cours d'entrevues longues, donc entre 1 heure et demie, 3 heures de temps, où on discutait ensemble pour essayer de comprendre comment la collaboration s'était formée, comment elles s'étaient fait confiance, comment ça fonctionnait au quotidien de telles collaborations où on peut parfois être en compétition, comment est-ce qu'on bâtissait cette confiance et qu'est-ce que ça donnait comme bénéfice. Puis j'ai fait donc 10 entrevues, donc 10 binômes de femmes, des entrevues en profondeur pour comprendre tous ces phénomènes-là. Wow. Donc, tu as posé toutes les questions en long et en large pour démystifier cela. Et donc, 2 années quand même. Oui, 2 années de Wow. recherche avec un suivi d'un binôme vraiment sur la durée et puis 10 entrevues qualitatives le long de ces 2 ans et aussi de multiples observations in situ, comme on dit, donc dans le réseau d'affaires, donc pour m'immerger un peu dans ce monde-là et comprendre comment les réseaux d'affaires des femmes entrepreneurs fonctionnent. Voilà. Et donc, j'entends qu'il y avait des binômes et puis que parfois, il y avait, le binôme était un peu plus grand, les femmes se connectaient à d'autres Oui. réseaux, hein, c'est ça? Absolument. Donc, on va dire dans la moitié des cas que j'ai rencontrés, il y avait un binôme qui formait le socle, le cœur de l'affaire. Et puis, elles avaient élargi ce binôme à une troisième personne, une quatrième, voire à 5, 6 personnes. Et elles menaient des affaires collaborativement, vraiment ensemble. Avec une certaine complémentarité dans les offres, les propositions de produits ou de services? Exactement. Alors ça, c'est un des facteurs qui est ressorti dans les résultats, c'est justement cette complémentarité. Alors, complémentarité d'abord dans les secteurs d'activité. Donc, je vous donne un exemple. J'ai un binôme de femmes entrepreneurs qui ont lancé en fait un hall d'exposition où les clients peuvent à la fois déguster du vin, il y a une des femmes qui est vigneronne, et puis admirer en fait des sculptures d'art, l'autre femme étant artiste et sculpteuse. Wow. Donc là, la complémentarité, elle est dans les secteurs d'activité. Après, on peut aussi retrouver une complémentarité dans les caractères. Okay. Je vais prendre un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est le binôme de femmes que j'ai accompagné. Je vais les appeler, c'est des noms d'emprunt, mais je vais les appeler Carole et Émilie, par exemple. Ben, Carole et Émilie, Carole se définit en fait comme la guerrière, celle qui va aller chercher des opportunités, vendre le produit. Et puis Émilie se considère davantage comme tournée vers les processus de production. Donc l'efficacité, la qualité du produit. Et donc là, on voyait même une complémentarité dans les personnalités de ces deux femmes-là. Elles le disaient elles-mêmes. Puis Émilie et Carole, j'ai oublié de vous dire le secteur d'activité, il s'agit d'une boutique où on vend à la fois des foulards, puis aussi des produits qui sont emblématiques du Luxembourg, donc pour mettre en avant l'identité luxembourgeoise. Voilà. Et au départ, elles avaient 2 entreprises. Une avait une chaîne de magasins alimentaires, et puis l'autre était dans le secteur industriel des textiles. Ok. Et vous voyez donc la complémentarité des secteurs, encore une fois, et des personnalités. Super, c'est vraiment génial. Et justement, tantôt, j'ai entendu le mot résultat. Qu'est-ce que ça a donné ces 2 années d'enquête, d'observation? Qu'est-ce qu'on voit comme résultat? Alors, les résultats, tout d'abord, le plus important à dire, je trouve, c'est que ces liens forts, ce qu'on appelle les liens forts de confiance, oui, ils demandent beaucoup de temps, ils demandent beaucoup d'énergie, on rate peut-être d'autres opportunités, mais ils amènent 3 grands bénéfices. Et ce sont des bénéfices qui sont particulièrement forts pour les femmes entrepreneurs dans leur contexte. Alors, le premier bénéfice, c'est vraiment l'impact que ça va avoir sur la communauté d'affaires féminine. Ok. Le fait de développer des relations d'affaires assez fortes, de confiance, transparentes, va amener quelque part les femmes à développer un sentiment de sororité dans leur réseau. Et cette sororité-là va avoir des impacts sur leur communauté, sur la communauté d'affaires qui les entoure. Je prends un exemple. On a par exemple 2 femmes de mon échantillon
qui ont lancé un restaurant lifestyle. Et puis là, elles hésitaient parce que le secteur de la restauration n'était pas très confortable, on va dire, pour une vie de famille. Elles avaient toutes les deux des enfants, elles s'en occupaient parce que la charge de travail pour les enfants, ça reste encore en moyenne sur les femmes que ça retombe. Et puis là, elles se disaient peut-être que la restauration n'est pas faite pour nous. Et puis elles m'ont dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Elles m'ont dit, ben, nous, on a décidé quand même de le faire, mais de le faire à notre image. Pour nous, par nous et pour nous. Ok. Donc avec leur réalité, leurs horaires. Voilà. Et donc, le restaurant lifestyle a des horaires tout à fait atypiques pour le secteur. Il ouvre le matin, il ouvre l'après-midi, il n'y a pas les soirées. Et en fait, ça a très très bien fonctionné parce que ça a parlé à une clientèle féminine, du coup, qui venait dans ce restaurant lifestyle, qui faisait de son sport dans la salle d'à côté, dans les pauses, donc dans la journée de travail. D'accord. Et donc, elles ont créé un modèle d'affaires qui n'était pas typique pour le secteur, mais qui leur correspondait. Mais qui a eu aussi des impacts plus larges que sur elles-mêmes. Ça a eu des impacts sur leurs employés, qui pouvaient par exemple prendre leurs enfants avec elles sur leur lieu de travail, qui pouvaient profiter des installations aussi. Ça a eu des impacts sur les clientes. Et donc, on voit que ce n'est qu'un exemple, mais en fait, cette façon de fonctionner et de penser ensemble entre femmes les amène à transformer la manière même de faire des affaires. Ok. Ok. Et ça, c'est très bénéfique pour elles et pour les autres. Ouais. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est qu'elles se sont concentrées sur leur réalité, leurs besoins, et il s'avérait que ça rejoignait d'autres personnes, d'autres femmes qui avaient ces mêmes besoins-là. Donc, ok, merci, Exactement. c'est vraiment intéressant. Et donc là, c'est le premier bénéfice. Quel est le deuxième bénéfice? Alors, le deuxième bénéfice dont je peux parler, c'est l'acquisition de pouvoir que cela permet de travailler à plusieurs en collaboration. En fait, en anglais, on dit empowerment. D'accord. En français, on pourrait dire empouvoirment, mais voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, une acquisition de pouvoir. Et en travaillant à plusieurs, ce que ça permet, donc, c'est de partager des ressources, tout d'abord, de partager aussi des connaissances, des contacts d'affaires. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on disait que les femmes entrepreneurs n'ont pas de réseau large. Mais ça dépend. Si on analyse au niveau individuel, c'est vrai. Mais si on s'intéresse aux collaborations d'affaires, puis on se dit, ben, ces 2 ou 3 ou 4 femmes-là, leur réseau, c'est quoi? Ben, c'est beaucoup plus large. Parce qu'à 4, on met nos contacts en commun. On élargit le réseau. On partage les risques. On acquiert aussi plus de légitimité qu'en étant une femme isolée dans un milieu qui reste encore et toujours masculin. Parce qu'on a une certaine complémentarité qui fait qu'on peut compter sur les forces des autres. Exactement. Absolument. Et puis se reposer effectivement sur les forces mutuelles. Et donc tout ça les amène à se positionner de façon beaucoup plus influente en fait dans les milieux d'affaires. Parce que ce que j'ai remarqué aussi donc dans l'étude, c'est que ces réseaux-là rentraient en contact avec d'autres réseaux d'affaires et puis bâtissaient des ponts et faisait changer finalement toute la communauté d'affaires. Bon, ça c'est peut-être un peu idéaliste, mais en tout cas c'était leur ambition. Niveau, à leur niveau. C'était à leur niveau, puis c'était leur ambition de le faire. Et on voit là que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement de faire du profit. Ça c'est un objectif. Mais c'est aussi transformer le milieu des affaires, puis de transformer leur manière de faire des affaires, de créer du changement. Et avec ce que tu nous dis dans ce deuxième exemple, on voit vraiment qu'il y a un coefficient multiplicateur de se mettre ensemble et puis ça nous rend beaucoup plus forts, plus solides, plus ancrés. Super. J'aime beaucoup coefficient multiplicateur. C'est exactement ce que ça a montré. Oui. Wow. Alors du coup, j'ai juste hâte d'entendre quel est le troisième bénéfice parce que déjà avec ces deux, c'est vraiment super enrichissant. Alors, le troisième bénéfice, c'est vraiment cette capacité d'innovation. Alors, ma collègue Karen Chinou travaille beaucoup sur l'innovation. Elle a aussi quelques résultats intéressants à ce niveau-là au Québec. En fait, ce qui est montré à travers cette étude et d'autres, c'est que les femmes entrepreneurs ont tendance à peut-être avoir des plus petits réseaux, mais elles ont des réseaux plus diversifiés. Ok.
diversifié en termes de secteur, Mhm. diversifié en termes d'origine, diversifié en termes de vision du monde, de personnalité. Donc, cette diversité-là, elle est amenée parce que la motivation de rejoindre un réseau de femmes entrepreneurs, c'est le business, mais il y a autre chose. C'est aussi le fait de se retrouver entre femmes et d'avoir ce sentiment de sororité-là. Et cette confiance-là, plus la diversité du réseau, elle va amener de l'innovation. Parce qu'il y a des mondes différents qui vont se rencontrer, qui ne se rencontreraient pas dans un réseau traditionnel qui est axé par exemple sur une industrie ou un type d'entrepreneur particulier. Là, cette diversité-là, avec cette ouverture d'esprit, ça va amener des projets innovants. Ok, je comprends. Donc le changement, le fait d'être confronté à quelque chose de différent nous amène forcément à réfléchir et puis à innover, à apporter du nouveau. Oui, puis à partager des idées. Parce qu'on se fait confiance dans ce type de collaboration, alors on partage des idées, et c'est là que naît la créativité, puis l'innovation. Et donc, on a montré ça. Évidemment, l'innovation peut naître dans d'autres réseaux aussi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est un terreau très fertile si le réseau est diversifié. Et c'est le cas de la plupart des réseaux de femmes entrepreneurs. Ok. Là, tu sais de quoi je parle avec Startup. On aime ça la diversité, justement, et puis effectivement, aller à l'encontre d'autres personnes, d'autres industries et tout ça, ça nous fait voir, tu sais, parce que quand tu es tout le temps dans ton secteur d'activité, tu sais, tu as du mal à innover, mais quand tu vois autre chose et tu fais des maillages, tu fais des associations, c'est là où on sort quelque chose de beaucoup plus créatif aussi. Donc, oh, c'est vraiment génial. Et Waouh. Montréal, j'ai envie de dire, Montréal est le lieu, un des lieux privilégiés pour ça, vu que c'est cosmopolite. Et c'est un terreau extrêmement fertile de base. Donc, de tels réseaux peuvent amener ça. Wow. Alors que tu parles de Montréal et que ça nous ramène à notre réalité ici où on est, euh, ben justement, en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on entend ce que tu as vu comme résultat, que tu as vu comme bénéfice, comment on pourrait s'approprier ça, nous? Comment on pourrait se saisir de, OK, ce que Christina vient de nous apprendre, comment moi je peux me l'appliquer en tant qu'entrepreneur pour que ça m'amène plus loin, pour que ça me fasse évoluer? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je dirais, voilà, toi, par exemple, tu es leader de réseau ou initiatrice de réseau de femmes entrepreneurs. Donc, ce que je dirais quand on est dans cette position-là, c'est de privilégier dans les activités de réseau des activités qui vont amener les personnes justement à pouvoir développer ces liens de confiance. Donc, peut-être des activités ludiques, comme je pense que tu en fais dans dans tes événements, mais ces activités ludiques qui pourraient paraître une perte de temps au niveau des affaires, est loin de l'être. En fait, elles créent ce contexte où on va développer la confiance entre nous pour pouvoir ensuite se partager des idées et créer, en fait, co-créer des opportunités ensemble. Et des opportunités d'affaires, évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue, c'est de garder ces réseaux ouverts et diversifiés. Ça, c'est un des grands résultats. Plus un réseau va être diversifié, plus il va amener d'innovation, d'idées, puis d'opportunités d'affaires. Et puis peut-être pour ceux et celles qui accompagnent, comme c'est ton cas aussi, je pense, Oui. ceux et celles qui accompagnent les entrepreneurs, peut-être ne pas rester enfermés dans ces modèles de croissance traditionnels, où on prend une entreprise, puis on essaie de la faire croître en termes financiers ou en nombre d'employés. Il y a d'autres modèles, et ça les femmes entrepreneurs nous le montrent. C'est de croître, on va dire, horizontalement, c'est-à-dire en créant des partenariats, en créant des collaborations. Donc, on garde sa structure à taille humaine, ce qui nous permet, ce qui amène aussi d'autres avantages, mais on crée ces collaborations qui nous permettent d'aller chercher plus de marchés, qui nous permettent d'aller chercher plus de financement, à plusieurs. Et ça, les accompagnateurs, accompagnatrices, en général, le perdent un peu de vue et sont très axés sur des modèles de croissance traditionnels. Donc là, je les encouragerais vraiment à être attentifs et à encourager même ce type de croissance non traditionnelle, qui est aussi beaucoup plus adapté, je trouve, à notre environnement.
On est dans un environnement qui change tout le temps. On doit s'adapter, on doit être agile. Et ce type de fonctionnement-là en réseau, en grappe, est beaucoup plus agile et beaucoup plus adapté à cet environnement-là. En tout cas, dans le secteur des services, du commerce, sur lequel j'ai travaillé majoritairement. Ah, c'est super. Et puis, tu parles à une convaincue parce que effectivement, nous, on est dans l'économie sociale et on encourage vraiment justement les entreprises collectives parce qu'on voit, et tu as tout à fait raison parce que ça prend beaucoup plus de temps, effectivement, pour bâtir ces réseaux-là, pour bâtir ces liens, ces partenariats. Mais après, effectivement, on est beaucoup plus solide. Et dans les temps incertains, justement, d'instabilité financière comme on le vit, ben, les études montrent que les entreprises collectives arrivent à passer à travers les crises parce qu'il y a cette solidité, il y a cette solidarité, cette sororité aussi, comme tu dis. Donc, oui, c'est vraiment super enrichissant. Donc, en gros, les femmes devraient continuer, en fait, à faire des entreprises uniques qui leur ressemblent selon leurs valeurs, selon leur façon de faire. Et après tout, c'est 52% de la population. Donc, à chacun son style, à chacun son entreprise, on pourrait dire. C'est vraiment très enrichissant ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Et puis moi, ça me donne à penser et puis à réfléchir aussi pour me saisir de tout ça, pour aller de l'avant. Est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais dire pour terminer cet entretien? Merci beaucoup pour tes bons mots, Marianne. Puis, oui, peut-être rebondir sur ce que tu disais sur l'économie sociale puis les coopératives. Alors, le modèle de coopérative, le modèle aussi d'entrepreneuriat social, c'est pas tout à fait la même chose, repose sur cette croissance qui est une croissance plus de l'impact qu'on va avoir plutôt qu'une croissance de l'entreprise. Et c'est peut-être sur ça que j'ai envie de terminer, de se dire, tiens, est-ce qu'il faut toujours croître au maximum? Est-ce que c'est pas le moment, dans notre époque aussi, avec les enjeux écologiques, Oui. de penser la croissance autrement, de penser la croissance de façon justement plus horizontale, plus collaborative, plus coopérative, plus durable aussi. Donc c'est peut-être sur ce message-là que j'aimerais terminer. Wow. Donc tu me l'as soufflé à l'oreille. Oh, c'est super, écoute, et on va imager ça avec cet adage qu'on dit souvent en Afrique de l'Ouest, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors vraiment merci pour toute cette recherche et puis cette richesse qu'on a eue de cet échange avec toi. Et je pense vraiment que ça va être vraiment bénéfique pour notre communauté. Alors, j'espère que vous allez prendre des bonnes notes et vous inspirer de ces modèles. Au plaisir de vous revoir bientôt.